En 2018, ce sont plus de 10 millions de personnes qui se sont entassées dans le Louvre avec pour objectif principal de prendre un selfie devant leur tableau préféré, la Joconde. Le chiffre est énorme, il représente la population entière d'un pays comme la Grèce ou le Portugal, et surtout un record absolu auquel aucun autre musée ne peut prétendre. Le terme de palais du Louvre n'est pas anodin, avant d'être le splendide musée que l'on connaît, l'édifice était un haut lieu de l'histoire de France, son nom est associé à celui des plus grands monarques tels que François Ier, Catherine de Médicis, Louis XIV, Napoléon Bonaparte ou encore Emmanuel Macron. Intervenir sur ce monument, c'est se confronter à ces personnages mythiques, à 800 années d'histoire, au cours desquelles le Louvre est devenu petit à petit le porte-étendard d'une culture, sans doute la plus riche qui soit sur Terre, la culture française. Avant 2018, le précédent record de fréquentation remonte à 2012, il est dû à deux événements majeurs. Le premier est l'exposition dédiée à Léonard de Vinci et Raphaël. Le second est l'inauguration du département des arts de l'islam, c'est celui qui retient notre attention. La création d'un département spécifique a permis d'enrichir la collection et surtout d'envisager par la suite la création d'un espace dédié à cette dernière. Un concours international est lancé, le programme est exceptionnel, le site l'est tout autant, et parmi les 7 candidats, on retrouve les plus grandes stars de l'architecture contemporaine, telles que Zaha Hadid. Malheureusement pour la petite Zaha, c'est un autre crack qui remportera le concours, l'architecte le plus détesté par ton architecte préféré, Rudy Ricciotti. C'est Allahu Akbar, j'ai bien entendu. Merde à Dieu. Dans un premier temps, nous allons parler de ce qui semble être l'élément majeur de cette masterclass d'architecture, la toiture. Un voile libéré, c'est ainsi que Ricciotti décrit le projet en 2003, alors que la polémique sur le voile anime le débat public en France. La description donnera des sueurs froides au cabinet de Jacques Chirac, dont le sujet est sensible, d'autant plus que parmi les mécènes du projet se trouvent de nombreux dirigeants wahhabis, dont le puissant prince Al-Walid. L'architecte aura même l'occasion de présenter le projet à ce dernier, à l'occasion d'un échange lunaire, résumé ainsi par le petit crack de Bandol. Et donc je présente le projet, l'ambassadeur, le truc, le bordel. Et je dis, ben voilà, c'est un projet qui est dans une autonomie, le voyage des personnes de Montesquieu, la singularité réciproque, les regards échangés, et puis aussi l'idée de l'effleurement, de la distance, etc. Et puis le prince Al-Walid me regarde et puis il me dit, ah yes, I understood, it's an Islamic flying carpet. Blague à part, le projet est une prouesse. Assisté de Bellini, les deux compères s'appuient sur les meilleurs ingénieurs d'Europe et mettent au point une structure d'une complexité folle qui pourtant laisse transparaître de manière paradoxale une certaine clarté, voire de la simplicité. Le voile de 1350 m² est un assemblage de tubes métalliques facilement lisibles sur lesquels sont fixées les menuiseries ainsi que la double maille comprimée qui assure le confort thermique. La structure a été étudiée afin d'en retirer tous les composants superflus, de la sorte, la toiture laisse passer un maximum de lumière ainsi que les vues sur les magnifiques façades de la cour Visconti. Parvenir à transmettre ce sentiment de clarté à travers une forme aussi complexe relève tout simplement du génie. Pour ma part, j'ai eu la chance de visiter cette œuvre, j'ai été bluffé par la simplicité de la maille métallique en partie inférieure. Cette dernière est composée de 2350 triangles quasiment identiques composés de la sorte. Un cadre, 3 attaches soudées, un panneau de maille, 6 vis et 6 rondelles. Pas de place pour la fioriture, seulement l'élégance et la finesse dignes des plus belles œuvres exposées sous ce magnifique drap de soie. Ce qui m'a également marqué, c'est la simplicité avec laquelle les architectes ont réussi à gérer la problématique de l'écoulement de l'eau. Ici, pas de chenaux et autres composants disgracieux, seulement quelques perforations dans le sol et beaucoup de réflexion afin d'évacuer l'eau simplement le long des formes gauches de la toiture. Le genre de détail qui redonne foi en l'architecture. Parlons à présent de ce que je considère comme étant la plus belle pièce de ce projet, l'escalier. Ce dernier est réalisé en béton ultra haute performance, il porte sur près de 14 mètres de longueur. Sa forme complexe, dans la continuité de celle de la toiture, a nécessité la réalisation d'un coffrage sur mesure. Dans la mise en œuvre de cette masterclass d'escalier, les architectes ont prévu d'injecter le béton par le bas du coffrage, ce qui induit des pressions énormes. Un appel d'offres est lancé pour la réalisation de ce coffrage. Les artisans capables de réaliser ce genre de miracle sont peu nombreux, une quinzaine selon le crack qui remporte le concours. L'artiste en question se nomme Pascal Gilbertas, il travaille avec son fils à Néron-sur-Dor, à 30 km de Clermont-Ferrand, loin des dandys parisiens qui s'essaieront à commenter cette œuvre qui les dépasse. Parmi les dandys, on retrouve quelques journalistes un peu pâteaux qui voient en cet escalier et en sa couleur noire une référence au Kaaba. Je préfère personnellement y voir une référence aux arts de l'islam, dans lesquels on retrouve une même finesse dans le travail de la matière. Au-delà des éléments détaillés précédemment, c'est la cohérence globale du projet qui lui offre ce statut de masterclass. Initialement, la maîtrise d'ouvrage souhaite mettre en place une architecture de remplissage en se contentant de créer des planchers et une verrière plane, mettant ainsi en vis-à-vis les différentes collections sans la moindre pudeur. Heureusement, notre destructeur de pigeonniers préféré prendra l'initiative de proposer un projet qui exploite la profondeur en enterrant une partie de l'exposition. Si le choix peut pas être anodin, il est en réalité un énorme parti pris
qui permettra de créer un espace unique dans le Louvre, tout en préservant les magnifiques façades historiques de la cour Visconti. Un tel choix implique de grandes conséquences, comme de creuser à 12 mètres de profondeur, comme de prendre le risque d'abîmer les façades à la valeur inestimable, bref, cela implique d'avoir une sacrée paire de... L'architecte nous livre même un témoignage de son anxiété au cours d'une visite de chantier. J'ai bougé, moi j'avais même moi-même fait un cauchemar, je l'ai raconté, j'ai imaginé que cette façade-là à côté Seine s'était effondrée une nuit. Je me suis dit, il n'y a plus qu'une solution, c'est le suicide. Bon, je vous rassure, le Louvre a bel et bien survécu et le petit prodige du Sud ne s'est pas donné la mort. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Haut Détail. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de découvrir cette masterclass la prochaine fois que tu te rendras au Louvre, plutôt que de prendre un énième selfie de merde devant cette bonne vieille Joconde. Je n'ai rien branlé de l'humilité, je n'ai rien branlé de la modestie, je n'ai rien branlé, absolument rien branlé.